Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition résolument placée sous le signe de l'exotisme le plus radical. En effet, nous avons retenu aujourd'hui parmi les éléments de l'actualité des élections qui se sont déroulées dans un pays dont on ne sait pas dire s'il est proche ou lointain, la Suisse. Nous nous interrogerons avec Nina Belz, correspondante en France de la Neue Zürcher Zeitung, quotidien suisse germanophone, comme vous l'avez entendu, et avec Richard Verly, que nos auditeurs connaissent déjà de longtemps, correspondant à Paris du quotidien, lui, francophone, mais non moins suisse, Le Temps, et directeur de la collection L'âme des peuples, aux éditions d'Evikata, qui publie d'ailleurs un ouvrage fort intéressant sur la Suisse. Et puis avec les deux susnommés, Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Il faut que je vous rappelle que notre prochaine émission en public à l'école alsacienne aura lieu le 17 novembre. Et bien entendu, vous pouvez déjà vous inscrire sur notre site, ou d'ailleurs vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait. Je vous rappelle aussi que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Le 1 qui cette semaine s'interroge sur les raisons de la guerre contre les Kurdes. La journaliste et photographe Sophie Mousset y parle des femmes kurdes dans les combats, de leur courage, de leur détermination. Le politiste Amir Bozarslan évoque l'imaginaire commun aux Kurdes, sans éviter les aspects sombres de leur histoire, comme leur participation au génocide des Arméniens, pour lequel ils ont fait amende honorable. Laure Marchand évoque les 150 000 Kurdes de la diaspora installés en France, et Sylvain Sipel fait le constat de la division politique au sein des forces kurdes. Je vous rappelle aussi que nous vivons de vos contributions, qu'elles peuvent être désormais défiscalisées à hauteur de 66%, et nous allons remercier celles et ceux d'entre vous qui contribuent à la poursuite de notre activité. Je remercie pour ma part Joël Seton, Luc Muser, Michel Coulon, Annie Valenbois et Christian Vallès. Lucille Schmitt. Quant à moi, je remercie Alain Pouzou, Charles Fourmeau, Catherine Volpillac-Auger et Michel Léonardi. Nina Belz. Je remercie Fabien Sutter, Olivier Boisard, Martin Orion et Raphaël Weissmann. Et Richard Verly. Au nom du Nouvel Esprit Public, merci à Jean-Pierre Fricard, Bernard Etienne, Hélène Baticle et Thierry Julienne. Merci à elles et à eux, et merci à celles et à ceux qui vont vaillamment suivre leur exemple. Venons-en à notre sujet. Le 20 octobre dernier, les Suisses ont renouvelé, comme ils le font tous les 4 ans, les 200 conseillers nationaux et les 46 conseillers aux États qui composent la Chambre basse et la Chambre haute de leur Parlement. Les abstentionnistes sont largement sortis vainqueurs de ce scrutin comme des précédents, et dans la patrie des votations, ils représentent 54,88% du corps électoral. Si les conservateurs nationalistes de l'Union démocratique du Centre, l'UDC, restent la première force du pays, les formations écologistes de droite et de gauche ont réalisé une percée qui va rebattre les cartes politiques au Parlement, où ils disposent désormais de 28 sièges contre 54 pour l'UDC. L'avenir politique des forces écologistes reste toutefois en suspens au niveau gouvernemental. En effet, depuis 1959, le système politique suisse repose sur la règle dite de la formule magique, qui octroie 2 ministres au Parti socialiste, 2 aux libéraux, 2 à l'UDC et 1 aux chrétiens démocrates. Une formule que l'ancien député et constituant genevois Pierre Kunz juge désuète et à réformer. 26 cantons qui comptent de 52 000 à 170 000 habitants et où l'on parle 4 langues, le français, l'italien, l'allemand et le romanche. 26 cantons composent la Confédération, et les élections nationales sont contrebalancées par une organisation de la démocratie directe. Les Suisses votent tous les 3 mois pour répondre à 1, 2, 3, parfois jusqu'à 9 questions simultanées. La date des scrutins est connue jusqu'en 2036.
Et c'est par référendum que les Suisses ont refusé de justesse de faire partie de l'espace économique européen. C'est par référendum qu'ils ont institué une taxe sur les poids lourds et décidé une préférence pour le ferroutage. C'est par référendum qu'ils décideront ou non en 2020 d'inscrire dans leur code pénal le délit de discrimination et d'incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle. Bref, depuis 1848, ils ont été appelés 311 fois aux urnes. Et au cours des dernières années, ils l'ont été sur la promotion des voies cyclables, sur la facilitation de la naturalisation des étrangers de la troisième génération, contre la suppression de la taxe radio-télévision ou contre le déremboursement de l'IVG. La prévision de croissance officielle pour 2019 en Suisse a été ramenée en septembre à 0,8%, contre 1,2% attendu en juin, du fait d'une progression plus lente que prévue de l'économie mondiale, en particulier de l'économie allemande, qui reste le premier partenaire de la Suisse. Le taux de chômage est à 2,1%, c'est-à-dire son plus bas niveau depuis la fin de 2001. La Suisse demeure le numéro 1 mondial de la gestion de fortune. Sous la pression de Washington et de Bruxelles, elle a été en 2009 contrainte d'annoncer la fin du secret bancaire. Elle a été retirée en septembre de la liste grise des paradis fiscaux de l'Union européenne. Toutefois, le secret bancaire n'a pas été aboli pour les personnes domiciliées en Suisse, qu'elles soient suisses ou étrangères, et l'échange d'informations n'existe toujours pas avec de nombreux pays en Europe de l'Est, Afrique, Asie et Amérique du Sud. La Suisse est hôte de conférences internationales, elle exerce des mandats de représentation d'intérêts qui lui sont confiés par des puissances étrangères, comme la défense des intérêts américains en Iran. Elle est très active sur les scènes du multilatéralisme, comme à l'ONU, et dans les instances spécialisées. Pour comprendre un peu mieux ce pays dont je disais qu'il est à la fois si proche et si lointain, nous avons donc réuni autour de cette table avec Lucille Schmitt, dont je rappelais tout à l'heure qu'elle est membre du comité de rédaction de la revue Esprit, Nina Belz, correspondante en France de la Neue Zürcher Zeitung, quotidien suisse germanophone, je l'ai dit, et Richard Verly, correspondant à Paris du Temps, et qui donc, dans sa collection L'âme des peuples, aux éditions Nevicata, publie un riche petit ouvrage sur la Suisse, signé d'un Suisse, André Crétenant. Avant que nous nous lancions dans les tentatives d'un peu mieux comprendre la Suisse, je voudrais vous demander à l'une et à l'autre, quelle est, à votre avis, l'erreur, le malentendu le plus important dont la Suisse est l'objet de la part notamment des Français? Nina Belz. Bon, alors, je commence avec une chose peut-être plutôt côté cliché, mais auquel je suis très souvent confrontée, surtout en France. L'idée que tous les Suisses sont très riches et que nous, en fait, on ne doit pas travailler. On doit travailler, mais pas trop. Et oui, tout le monde est très riche en Suisse. Oui, je ne dénie pas. On a une qualité de vie assez augmentée. Les services, les infrastructures sont dans un bon état. Mais il faut toujours rappeler qu'il y a, je pense, oui, en 2017, c'est le chiffre le plus récent que j'ai trouvé, il y avait quand même 8,2% de la population qui n'était pas capable qui gagnait pas assez pour mener une vie digne. Donc, c'est surtout parmi les personnes âgées qui ont de temps en temps du mal de finir leur mois. Alors je me tourne vers le riche Richard Verly pour lui demander quel est le préjugé ou le malentendu qui le frappe le plus dans l'image que nous avons de votre pays. Alors moi, je pense qu'il y a plus qu'un malentendu, il y a une incompréhension. Une incompréhension entre la France et la Suisse et entre les Français et les Suisses, y compris les Suisses francophones qui pourtant de culture sont absolument tournés vers la France en termes de littérature, de musique, de spectacle et de tout ce qu'on veut. Et cette incompréhension, à mon avis, elle résulte de deux choses essentielles. La première chose, c'est que la France ne peut pas s'empêcher et les Français ne peuvent pas s'empêcher de penser que les Suisses, notamment francophones, leur ressemblent. Et il est vrai que, à plein d'égards, vous allez à Genève, vous allez à Lausanne, et vous avez l'impression d'être dans un univers quasiment français, à plein d'égards. Par contre, la réalité est extrêmement différente, soit dans le caractère des gens, soit dans leurs habitudes, soit dans le système. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que la Suisse a toujours cultivé, de fait, une forme d'exception. N'oublions pas qu'elle n'est
toujours pas, et elle n'y sera sans doute pas dans les années à venir, dans les décennies à venir, membre de l'Union européenne, et ça change beaucoup de choses. Autrement dit, il y a ce sentiment d'un pays qu'on ne comprend pas parce que on comprend mal comment vous pouvez réunir des communautés linguistiques différentes sans avoir de confrontation permanente. Le schéma qu'on a en France, c'est plutôt celui de la Belgique où vous avez des antagonismes forts entre flamands et francophones. En Suisse, il y a des confrontations, mais pas à ce point et à ce degré de violence. On ne comprend pas comment un système peut être aussi décentralisé, parce que ce n'est pas du tout dans les habitudes françaises, et on ne comprend pas comment un pays aussi développé, aussi commercialement intégré au reste du monde, peut souhaiter rester en dehors de ce qui semble, ou de ce qui semblait être jusqu'à maintenant le parangon de la réussite, c'est-à-dire l'Union européenne. Donc voilà, il y a des questions sur la Suisse, mais le mot, je crois, qui résume le mieux, c'est celui que Philippe, vous avez employé au début, c'est l'exotisme. Et quand on se plonge dans la littérature du 19e siècle, on s'aperçoit que la Suisse était un pays, pour les écrivains français, terriblement exotique. C'était quasiment comme aller aux Galapagos. De faire des balades dans les Alpes et de raconter ce qui se passait dans ces vallées éloignées, ça ressemblait vraiment à un périple très lointain. Et je crois que derrière cette littérature-là, il y avait un vrai fond, c'est-à-dire des différences qu'on n'arrive jamais à vraiment expliciter. Alors moi j'aurais une question, c'est précisément cette absence de confrontation dure entre les différentes communautés linguistiques, mettons les romanchapars, ils sont pas très nombreux quand même à être romanchophones, mais entre les italophones, les germanophones et les francophones, j'aimerais comprendre, on voit bien que les tensions sont réglées, qu'il y a des mécanismes qui permettent de régler ces tensions politiquement de manière... qui, en tout cas, je ne sais pas si elle est satisfaisante pour les différents acteurs, mais elle aboutit à ce qu'il n'y a pas de confrontation bruyante ni violente. Mais il y a forcément des sujets récurrents de désaccords entre les différentes communautés linguistiques. Quels sont-ils, Nina Bels? Est-ce que c'est quelque chose qui vous voit? Est-ce qu'en tant que helvète germanophone, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez à reprocher à Richard Verly, helvète francophone, et tous les deux à un éventuel italophone ou une qui n'est malheureusement pas parmi nous? Je crois en fait que toutes les choses que je pourrais te reprocher, Richard, seront plutôt aussi des clichés, je crois. Et moi, j'irais plus loin et je dirais entre les Suisses germanophones et les Romands, et aussi les Tessinois, les Italiens, on a une sorte de coexistence ignorante un peu. Donc, si vous me demandez qu'est-ce que vous ne comprenez pas des romans, c'est au début, très souvent, la langue. Donc, je parle de ma génération, mais ça m'est arrivé ou avec des amis. Donc, on a rencontré des Romands. On a dit « Salut, tu parles allemand? Oui, un peu. Toi, tu parles français? Oui, un peu. Alors, allons-y en anglais. » Donc, et ça, c'est une réalité. Encore une fois, je dis de ma génération, pour la génération de mes parents, c'est autre chose. Votre génération, je dis pour ceux de nos auditeurs qui ne se rendraient pas compte à votre voix, vous n'êtes pas à proprement parler une vieillarde. Oui. Bon, alors, ça fait, 17 ans depuis que j'ai fait mon bac, pour donner une idée. Oui, donc je pense que on s'intéresse pas trop au roman. Peut-être la chose qui aide à surmonter des désaccords, c'est peut-être notre fait d'être attaché à nos institutions et d'être convaincu que les institutions qu'on a sont peut-être pas le meilleur, mais ils aident beaucoup à tenir ce pays agréable, ce pays aisé ensemble. Richard Verly, quelque chose à dire pour votre défense? Je dirais que je compare par exemple à la Belgique où j'ai été correspondant pendant plusieurs années. La grande différence, c'est qu'en Suisse, vous avez une écrasante majorité, c'est les germanophones, et vous avez deux minorités, les francophones et les italophones. Et ça change tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de moment où vous êtes en affrontement direct entre deux groupes de population à peu près identiques.
Je dirais, je caricaturerais, mais c'est quelquefois une plaisanterie qu'on a. Au fond, nous, les francophones, tout comme les Tessinois, on est en Suisse une espèce protégée. Donc, on sait très bien que le pouvoir économique est à Zurich. Ça ne fait aucun doute. Vous savez aussi, quand vous êtes dans l'administration fédérale, que, bien évidemment, le pouvoir, l'important pouvoir politique et la carrière se fera en Suisse alémanique. Tout ça, ce sont des réalités que personne ne conteste. Mais la chance de nos institutions, c'est qu'elles permettent justement à chacune de ces communautés, comme le disait Nina, de vivre quelque part, non pas en ignorance de l'autre, le mot est peut-être un peu fort, mais en relative indifférence. Et ça, c'est important. C'est une aimable indifférence. Et la langue a souvent été une barrière, c'est incontestable. Par contre, le fait de ces institutions, c'est qu'elles permettent, au fond, une péréquation habile, y compris une redistribution financière. Et souvent, d'ailleurs, vous disiez, Philippe, c'est là qu'est le problème. C'est qu'au fond, nous creusons notre dette allègrement et que la Confédération nous renfloue en permanence. Assez souvent, quand même, la discussion devient aigre sur les questions d'argent, mais je vous dirais c'est normal puisqu'on est en Suisse. Avant de passer la parole à Lucie Schmitt pour ne point la monopoliser, vous êtes l'un et l'autre journaliste, correspondant à l'étranger, vous l'avez été dans d'autres pays. Quelle est la différence entre la presse française et la presse suisse ? Je vois que mes deux interlocuteurs lèvent les yeux au ciel en espérant qu'aucun des deux ne va avoir à parler le premier. La différence principale, je pense, elle vient peut-être de la politisation. La presse française, c'est quand même, et je parle sous votre contrôle, Philippe, parce que c'est un sujet que vous connaissez extrêmement bien, elle s'est construite comme une presse d'opinion. Et c'est ce qu'elle continue d'avoir en elle. Le journal de gauche, le journal de droite, ça reste des choses très ancrées en France. En Suisse, ces différences sont quand même moins marquées, ou en tout cas le sont moins aujourd'hui. Je pense qu'elles l'étaient encore jusque dans les années peut-être 80, où il y avait d'abord beaucoup plus de titres, il y avait des titres extrêmement marqués. Il est évident, je crois, et je m'adresse à Nina, que la N77 est un journal libéral, économiquement de droite, si on emploie un vocabulaire français. Le Temps est aussi, je pense, classé économiquement assez nettement au centre droit. Vous avez à Genève un journal, Le Courrier, qui est lui classé à gauche. Mais globalement, le traitement de l'information, je crois, n'est pas systématiquement vu au prisme de l'approche politique. Nina Bels, vous êtes d'accord ? Oui, j'ai rien à contester ce qu'il a dit. Et en plus, c'est vraiment mon avis personnel. Et ça fait 1 an que je suis en France, peut-être je me trompe. Mais je dirais aussi que le choix des sujets qui sont traités, surtout dans les journaux, sont un peu plus focalisés. Vraiment, je dis, oui, il y a un président très, très fort. Là, c'est aussi différent en Suisse. On n'est pas si centralisé sur des personnes. Et je parle pour mon journal qui essaye encore d'avoir un grand regard sur le monde, aussi d'avoir un choix des sujets aussi exotiques que me manque de temps en temps un peu en France. Merci. Alors, on a parlé des institutions, mais là, elles sont un peu mises à l'épreuve après ces élections, parce que faites-vous, que va faire votre pays des 2 variétés d'écologistes que vous avez, parce qu'évidemment, vous avez 4 langues, 3 nations, si je puis dire, mais vous avez en plus 2 variétés d'écologistes. Des Verts, disons, plutôt classés à gauche et des Verts libéraux, par définition, plutôt classés à droite. Le grand changement, c'est de savoir, ou en tout cas la grande question, c'est de savoir si à un moment donné, la composition du Conseil fédéral, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, composé en Suisse de 7 ministres, par un système de coalition permanente, de coalition fixe, ou en tout cas, elle est rarement renouvelée. Donc, est-ce que les Verts vont, du fait aujourd'hui de leur importance au Parlement que vous avez évoqué, à savoir 28 sièges, pouvoir revendiquer un siège dans ce Conseil des ministres, dans ce Conseil fédéral ? J'ai l'impression que ça va prendre du temps.
Je ne pense pas que ce sera très rapide, parce qu'on va, on va chercher à savoir s'ils peuvent confirmer leur victoire électorale. Après tout, ce n'est que leur première grande poussée électorale. Mais a priori, on peut penser que si cette poussée se poursuit, il faudra que cette formule magique bouge. Ça ne veut pas dire qu'elle change, mais qu'elle bouge pour respecter la composition du Parlement. Alors là, ça posera d'autres questions en Suisse, c'est-à-dire que comment vous faites pour restaurer un équilibre. Mais effectivement, il y a un premier coup de boutoir dans le système, mais à mon sens, il n'est pas encore décisif. Lucille Spitz. Oui, moi, en écoutant Nina et Richard, je me disais, mais est-ce qu'en Suisse, effectivement, c'est très exotique pour nous, est-ce que les choses vont changer? C'était justement la question qu'on se pose après ces élections fédérales. Effectivement, il y a la poussée des Verts, il y a cette formule magique, mais je voyais que dans les commentaires de presse qui avaient été faits des résultats des élections, il y avait aussi des revendications portées par certaines personnalités suisses, des commentateurs, critiquant les règles du système actuel, la formule magique et la concordance, la question du fait que, au fond, ce gouvernement dont parlait Richard, de 7 ministres, désignés donc par le Conseil national, n'est pas censé avoir un projet. C'est-à-dire que, comme il est marqué donc par cette formule magique, et donc une répartition des postes qui date de 1959, donc ça fait quand même un bail, en fonction d'un rapport de force qui depuis a évolué, il n'y a pas de projet porté, puisqu'au fond, ce qui est important, c'est qu'il y ait une sorte d'harmonie proportionnelle du nombre de ministres. Mais on voit bien que, par exemple, s'il y a plus de Verts élus, et c'est un résultat qui est multiplié par 2, donc c'est un résultat très important dans cette situation suisse si tranquille, si pérenne que vous nous décriviez. On voit bien que les Verts portent un projet radicalement différent de l'UDC, qui est le principal parti, et donc il faut quand même dire que c'est un parti populiste. C'est un parti qui a notamment très bien utilisé le système de votation, le système du référendum, que nous admirons en France parce que nous sommes aussi très référendaires, mais qui est quand même un système de vote permanent et qui a notamment permis de contourner assez régulièrement, au fond, les institutions fédérales, les institutions législatives. Donc on voit qu'il y a eu en parallèle ce système de votation de plus en plus fréquent utilisé par les populistes, et on voit que là, le résultat des élections donne une poussée très forte des Verts, donc 28 sièges par rapport à 54 sièges pour l'UDC, et les Verts portent un projet radicalement différent de celui de l'UDC. Alors, je ne connais pas très bien les Verts suisses, mais je connais des personnes qui fréquentent les Verts suisses et qui me disent qu'en tout cas, leurs valeurs sont quand même assez proches. En tout cas, peut-être pas pour les Verts de droite, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut s'apparenter à ce qui se passe avec les Verts en Europe. La poussée des Verts en Suisse, elle rejoint celle qui s'est effectuée, par exemple, aux élections européennes pour les Verts dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui pourrait entraîner un bouleversement plus rapide? La question du rythme. Quand je vois les commentateurs dire, par exemple, qu'il faudra attendre 4 ans pour voir si c'est confirmé, alors même qu'on sait que le réchauffement climatique galope, que la Suisse est un pays montagneux où on voit de manière extrêmement forte dans les Alpes la fonte des glaciers, on les voit beaucoup plus qu'à Paris. Donc c'est assez logique aussi que cette poussée des Verts témoigne d'une forme de réalisme des Suisses. Et donc je me demande si le réalisme suisse ne va pas conduire à ce que la formule magique vole en éclats ou soit modifiée plus rapidement que ce que vous dites. Nina Belz. Je vois votre point, mais je crois que ça va pas changer si rapidement, en fait, parce que c'est aussi une spécificité de la Suisse, c'est peut-être aussi un inconvénient de notre système, mais des choses bougent très, très, très lentement. Comme on parle un peu, ça prend beaucoup du temps toujours. Et ça c'est aussi dû un peu à, je dirais même, une culture de compromis. Il faut toujours trouver un compromis entre les ministres au Parlement, entre les régions des langues et tout ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais les Verts, oui, ils se félicitent, mais ils n'ont pas la revendication sur un siège du Conseil fédéral. Donc, on est quand même, on est prudent. Donc, je ne crois pas, même s'il y a cette poussée, on a vu, c'était fortement poussé par des jeunes aussi. Je ne sais pas si ça va vraiment bouleverser cette formule magique très vite. Ouais. Richard Verly. Oui, j'ajoute à cela qu'il ne faut pas regarder le changement politique en Suisse au prisme du seul Conseil fédéral. Bien sûr. Il faut aussi regarder ce qui se passe dans les cantons. C'est un système
comme on le sait, extrêmement décentralisée, où un certain nombre de compétences gouvernementales appartiennent aux cantons. Et c'est là, par contre, où des changements peuvent intervenir rapidement, puisque les gouvernements cantonaux, d'ailleurs, un certain nombre ont déjà des écologistes dans leur rang, la présence des écologistes va devenir plus importante. Et moi, je crois, et c'est ce qui fait peut-être l'exotisme et l'incompréhension française, on est dans un système français, on le sait bien, où tout part d'en haut pour éventuellement arriver en bas. Et l'éventuellement est souvent compliqué. En Suisse, ça part d'en bas et ça remonte, et en général, ça remonte quand même plus automatiquement. Parce que ce qui est fait en bas, petit à petit, est pris en compte par le Conseil fédéral et par le pouvoir exécutif. Donc moi, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir la pyramide. Il faut regarder le triangle vers le haut et non pas vers le bas. Oui, Lucille. Non, je voulais juste vous poser quelques questions complémentaires, parce que ce que je trouve très intéressant dans ces élections, c'est que comme elles ont surpris quelque part, du coup, il y a des débats qui sont des débats structurels pour la Suisse qui ont surgi, et pas seulement du tout sur l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a notamment un débat, donc, comme je disais, sur la concordance. Cette question du projet politique est portée. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la formule magique perdure au moins encore 4 ans, mais est-ce que la question du projet qui serait porté par le gouvernement peut être un peu modifiée par cette irruption des Verts, qui par ailleurs sont eux-mêmes en coexistence, c'est-à-dire qu'entre les Verts et les Verts libéraux, qui sont donc de droite, il y a sûrement des divergences. Donc est-ce qu'on peut imaginer qu'en tout cas le projet porté par le futur gouvernement, donc ce Conseil fédéral là qui sera élu en décembre, soit plus explicite que ce n'était le cas auparavant? Il y a une deuxième chose que j'ai vue émerger dans les débats et les commentaires, c'était la question de: certes, la Suisse, nous sommes heureux, mais personne ne sait vraiment ce que nous pensons en termes de projet politique. Et notre présence, par exemple, sur la scène internationale fait que nous organisons des conférences, mais au fond, nous sommes des espèces d'hôteliers des conférences internationales. Est-ce que nous ne devrions pas avoir une diplomatie plus active et en tout cas avoir des... Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que la question était posée, et cette fois, c'est pas par une Française, c'est par des Suisses, que je trouve assez intéressant. Et puis, la troisième chose que j'ai vue réémerger, quand même, c'est cette question de comment est-ce qu'on articule ces vies politiques parallèles entre ce référendum permanent qui, certes, vous dites qu'il y a du consensus et du compromis dans la vie politique institutionnelle, mais on se rappelle quand même du référendum contre les minarets, on se rappelle du référendum contre le fait de simplifier la naturalisation pour devenir suisse, et on voit comment cette vie politique parallèle par le référendum a permis la progression continue de l'UDC, en tout cas jusqu'à ces élections, et donc d'installer une forme de populisme. Certes, ça ressemble pas à Marine Le Pen, mais enfin les idées portées sur les minarets, les idées portées sur la naturalisation, les idées portées sur le fait qu'il faut se protéger en permanence sont des idées qui sont choquantes, enfin, en ce qui me concerne, qui me choquent en tant que Française. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mieux réguler et faire en sorte de ne pas être toujours pris de court par l'utilisation permanente du référendum par les populistes? Alors, sur cette question, Nina Welz. Je commence peut-être par la dernière. Je ne sais pas si j'aimerais mieux pas parler du contrôler de ce mouvement ou aussi de la pratique de l'UDC, de s'en servir du RIC, du référendum de l'initiative. Oui. De l'initiative. On doit parler de l'initiative plutôt. Parce que je trouve que le RIC, le référendum, c'est quand même une occasion pour comme catalyser un peu les ressentiments dans la population. Et on a des votations, oui, on a vu la plupart des initiatives sont pas, on n'a pas voté pour. Oui, vous avez évoqué les deux qui ont fait le plus vague à l'étranger, le minaret, la naturalisation, et aussi celui contre l'immigration de masse. Et moi, je serais plutôt pas pour plus contrôler cette possibilité, mais je le vois plutôt pour un catalyseur pour maîtriser les tensions qu'il y a dans la population suisse, comme en France et tout. Ouais. Ouais. Richard Verly. Alors, sur la question de la capacité du Conseil fédéral suisse, donc du pouvoir exécutif, à exprimer un projet et à modifier ce projet en fonction de la poussée des Verts au Parlement. Là, franchement, je pense qu'il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est
il faudra que les Verts, d'abord au Parlement, trouvent un moyen quand même d'être unis. Premier point. Deuxième point, il faudra qu'ils trouvent des alliés. Et troisième point, il y a déjà des décisions qui ont été prises, notamment celle du sortir du nucléaire. Donc, je pense que le Conseil fédéral, et vous l'avez bien dit, va gérer la situation au mieux de la nouvelle donne politique. Je ne m'attends pas à des initiatives majeures. Ça ne veut pas dire que je ne les souhaite pas à titre personnel, mais je ne pense pas que ce Conseil fédéral va se profiler sur des annonces très fortes. C'est pas du tout dans la tradition. La deuxième chose, c'est est-ce qu'au fond, vous disiez, à travers un peu ce bonheur politique suisse, est-ce que le système va craquer? Est-ce que le contentement apparent des Suisses, leur satisfaction dans les institutions peut quand même s'essouffler? Il y a eu des moments d'essoufflement. Il y en a eu. Il y a même eu des moments de colère. Je pense au moment où un canton, le canton actuel du Jura, qui à l'époque était dans le canton de Berne, s'est rebellé et a exigé d'être un canton à part entière, ce qui est le cas aujourd'hui. C'était dans les années 70, 70 en Suisse, et là, il y a eu une déflagration. Je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'une déflagration. Il peut y en avoir d'autres. Le pays vit son rythme politique, et ce n'est pas obligatoirement un long fleuve tranquille. Donc, la Suisse n'a pas trouvé l'antidote aux tensions. Ça n'existe pas. Troisième point sur les populismes. Alors là, moi, j'ai une vue très différente. Je pense que, oui, les populistes, l'UDC, qu'on peut même considérer comme le père de tous les populistes, avec son leader Christophe Blocher, je pense qu'il serait fier de ce titre d'ailleurs, père des populismes européens, fait depuis à peu près 15 ans 30% des voix en Suisse. Cela dit, le système a réussi à le digérer et à expulser Christophe Blocher. Ce qui est quand même formidable. D'une part, le système politique a digéré le populisme. Il y a 2 ministres UDC au gouvernement, et que je sache, le gouvernement fonctionne. Effectivement, il penche à droite, naturellement, mais le gouvernement fonctionne. Et lorsque Christophe Blocher lui-même, donc le fondateur du parti, a été au Conseil fédéral, eh bien, il n'a pas réussi à y rester parce qu'il avait lui-même enfreint la règle de compromis et la règle du consensus au sein de ce Conseil. Donc, les élus du Conseil national, à l'échéance suivante, l'ont expulsé du Conseil fédéral. Donc, ça prouve que ce système a la capacité à la fois à absorber les poussées populistes, mais à se protéger des excès populistes, et ça, je crois que c'est important. Et pourquoi je disais que je diverge? Je diverge parce que moi, je vois la Suisse comme un laboratoire. Franchement, quand on regarde la situation européenne, ce qui se passe en Suisse au point de vue politique reflète la réalité européenne. Et la démocratie directe a quand même une extrême vertu, c'est qu'elle pose les problèmes sur la table. Pas d'une manière dont les politiques, des fois, ont envie de l'entendre, parce que le peuple ne raisonne pas de la même manière, mais elle les pose sur la table. Il n'y a pas longtemps, j'ai échangé sur la question de l'islam, la laïcité, le voile en France, et je posais la question dans un débat avec des confrères français, est-ce que vous ne pensez pas qu'en Suisse, le référendum de 2009 sur l'interdiction de la construction de nouveaux minarets, donc un référendum qui a emporté l'adhésion du peuple, est-ce que ça n'a pas finalement calmé le débat en Suisse? Est-ce que ça n'a pas quelque part rassuré un peu le peuple qui s'est dit on a mis un coup d'arrêt, on a mis un seuil? J'en parlais avec le spécialiste de l'extrême droite européenne, Jean-Yves Camus, et nous échangions là-dessus. Et moi, je pense qu'il y a de ça. Il y a cette capacité de la démocratie directe à rassurer la population parce qu'elle pose les questions que les politiciens n'osent pas poser. Admettons que c'est quand même une vertu de la démocratie directe, et je crois que les Gilets jaunes, à travers le RIC, le référendum d'initiative citoyenne qu'ils n'ont pas obtenu, et ils allaient beaucoup plus loin puisqu'ils voulaient même la révocation des élus, mais je crois que c'est ce qu'ils voulaient. La capacité de dire aux politiques, c'est ça qu'on veut, et c'est là où on veut que ça s'arrête, et c'est le seuil que l'on veut mettre. J'aurais une question sur le fonctionnement institutionnel, mais je voudrais d'abord vous demander, vous venez de dire comment il se pourrait que le référendum qui a obtenu l'arrêt de la construction de mosquées et finalement... De minarets. De minarets, ce qui est tout à fait différent. Donc, que ce référendum ait à la fois permis à la population d'exprimer un sentiment sur lequel, en France, on peut penser qu'on met souvent le couvercle
sans réfléchir au fait que la vapeur peut faire tout sauter de manière, mais en même temps, quel est le point de vue des autres, c'est-à-dire des musulmans qui sont installés en Suisse? Comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Alors, si on mesure l'attitude des musulmans de Suisse, qu'ils soient de nationalité suisse ou qu'ils soient résidents en Suisse, aux événements qui ont eu lieu après cette votation, il faut reconnaître qu'il n'y a rien eu, que c'est resté extrêmement calme. Il y a sans doute eu un ressentiment. D'ailleurs, pendant la campagne, on a vu qu'il y avait un ressentiment, une inquiétude sur la discrimination, mais je pense que la campagne avait été très dure. Vous vous souvenez de cette affiche que d'ailleurs le Front National avait copiée, où on voyait des minarets dressés sur le drapeau suisse en forme de missiles, il faut bien le dire, ouais. Comme des missiles avec une femme en burqa complètement voilée. C'était une campagne extrêmement dure. Le ressentiment a été très très fort pendant la campagne. Mais après, les autorités, je pense, ont suffisamment calmé le jeu et expliqué, y compris à l'étranger. Moi, j'ai rencontré des diplomates suisses qui ont été envoyés en Arabie Saoudite pour expliquer aux Saoudiens, voilà ce que c'est que la votation, c'est l'interdiction des nouveaux minarets. Et je pense que cet effort d'explication pédagogique a peut-être contribué à ce que la tension baisse. Et à ma connaissance, nous n'avons pas de violence communautaire, nous n'en avons pas eu, ce qui n'empêche pas des menaces djihadistes. D'ailleurs, il y a eu une opération de police ces derniers jours en Suisse importante. Évidemment que nous sommes aussi la cible de potentielles attaques djihadistes. Alors, j'aurais une question sur le fonctionnement institutionnel. Au fond, j'ai dit tout à l'heure que vous aviez 2 niveaux, mais vous en avez 3, parce que vous avez le niveau cantonal, comme Richard Verly l'a rappelé tout à l'heure, vous avez le niveau fédéral, et puis vous avez le référendum, enfin l'initiative, comme on dit. Est-ce que, puisque ici nous avons, à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes, beaucoup entendu la revendication de créer un référendum d'initiative citoyenne et de le créer dans les mêmes conditions que la Suisse, c'est-à-dire non pas comme c'est aujourd'hui avec un nombre d'électeurs qui signent d'abord, puis de parlementaires qui leur donnent leur bénédiction, etc. Est-ce que ce fonctionnement, ce référendum d'initiative citoyenne, est-ce que vous pensez qu'il fonctionne parce que vous êtes déjà décentralisé ? Est-ce qu'il s'appuie sur la vitalité politique des cantons, sur le nombre de sujets sur lesquels les cantons peuvent prendre des décisions véritables, ou est-ce que finalement, ça n'est pas, à votre avis, ça n'est pas nécessaire? Autrement dit, pour nous, est-ce que vous pensez qu'il faudrait d'abord qu'on commence par se décentraliser davantage? Moi, je crois pas que c'est forcément lié avec la décentralisation, mais plutôt avec juste avoir l'habitude et avoir une culture de s'informer en base régulière. Donc, ça peut être jusqu'à 4 fois par an. Il faut se pencher, on peut se pencher sur des questions politiques, soit sur le niveau communal aussi, cantonal ou fédéral. Et peut-être l'avantage de la décentralisation c'est qu'on voit vraiment des résultats aussi vite si vous avez un référendum, je ne sais pas, sur la rénovation d'une école. Donc, vous voyez, je ne sais pas, dans les années qui viennent, alors il y a quelque chose qui bouge et c'est nous qui en décidé. Donc, je trouve, oui, c'est peut-être, c'est bien d'avoir la décentralisation, mais je dirais plutôt, c'est plus important d'avoir l'habitude. Et peut-être, j'aimerais ajouter une chose, pour moi, c'est très personnel, mais lors de ces décisions sur les minarets et aussi l'immigration de masse, pour moi, c'était aussi une expérience, je dis, assez dure d'être perdante. Parce que je trouve que c'est plus dur que d'être perdante, je dis, dans des élections. Parce que là, vous voyez, il faut toujours trouver un compromis. Oui, on sait, il y a un conseil fédéral avec cette formule magique. Donc, il faut toujours balancer un peu. Mais si vous avez une votation contre, donc, qui va interdire les minarets, c'est un fait. Et pour moi, c'était aussi, si vous discutez dans votre entourage et vous voyez, vous avez des amis qui sont plutôt pour, c'était aussi un défi et aussi une déception. Lucille Schmitt.
Non, moi je trouve que ce que vous dites est très intéressant sur la question du référendum qui dit blanc ou noir. C'est-à-dire que en France, on vit des choses un peu semblables et à chaque fois, il y a un côté un peu traumatique. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a eu le référendum sur la Constitution européenne en 2005, le oui, le non, personnellement j'ai voté non, mais j'étais entourée de gens qui votaient oui. Donc cette question de la confrontation directe et de s'apercevoir qu'on n'est pas d'accord avec ses amis est quelque chose de compliqué. On sait bien ce qui se passe en Angleterre, en Royaume-Uni avec le Brexit et du fait que maintenant on dit qu'il ne faut plus parler dans les dîners de famille quand on est Brexiters ou Remainers. Donc il y a ça. Je voulais revenir là-dessus aussi parce que les Verts, par exemple, ont aussi organisé, je ne sais plus si c'était il y a 1 an ou 2, mais en tout cas ils ont organisé un référendum sur la question de mettre la Suisse sur un scénario 2 degrés en accord avec l'accord de Paris. Et ce qui était très intéressant à l'époque, c'est que moi, je me suis dit, mais ils ont du culot. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, mais en France, si on faisait ça, on serait moqué. C'est-à-dire que, au fond, la culture du référendum et la culture de l'explicitation des questions sensibles et qui fâchent et des questions conflictuelles peut aussi être récupérée quelque part par des personnes qui ne soient pas populistes. C'est-à-dire que, et ce qui m'avait frappé à l'époque, j'avais regardé les résultats, c'est que dans les grandes villes, il y avait des résultats qui pouvaient être majoritaires, ce qui n'était pas du tout le cas dans d'autres parties du territoire. Et donc on voit bien, c'est un peu le cas d'ailleurs en général pour les référendums en Suisse, c'est qu'aujourd'hui il y a aussi des clivages qui apparaissent, qui sont des clivages territoriaux. La Suisse est un pays plus petit que la France, mais où il y a quand même la distinction entre les grandes villes et ce qui est le milieu plus rural. Ça a été le cas pour la naturalisation, par exemple. Et donc, la question que je me pose, c'est aussi comment on peut vivre ça. C'est-à-dire que vous racontiez une coexistence pacifique, mais ignorante entre les différentes communautés suisses. Linguistique, comment ça se passe entre les villes et la ruralité, les grandes villes qui sont plus au contact de l'international, du monde, etc., avec cette vision de la Suisse idéale, avec les petits villages parfaits qu'on a vécu, nous, Français, quand on va, par exemple, en vacances. Et il y a cette question, justement, par rapport à l'Union européenne. Je voudrais qu'on reparle de ça, parce que ça a été refusé, ça a été rappelé au début des années 90, l'entrée dans l'espace économique européen, et puis en 2001, ça a été refusé l'entrée dans l'Union européenne, et donc là, on a l'impression que c'est devenu une question complètement taboue, alors même que sur le plan économique, l'imbrication est très forte et au fond que les Suisses vivent l'imbrication dans l'Union européenne comme un sujet économique, mais qu'il ne faut pas traiter politiquement et que l'Union européenne n'ayant pas forcément une image politique très forte, ça va perdurer et ça a quelque chose aussi de bizarre. Richard Verly. Tout à l'heure, vous évoquiez le Brexit et je pense qu'il y a une différence absolument fondamentale dans le rapport de la Suisse à l'Union européenne avec ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni, c'est que la Suisse n'a jamais divorcé de l'Union européenne. Elle n'y est pas entrée. Et ça change tout, puisque la Suisse est aujourd'hui rattachée à l'Union européenne par une centaine d'accords bilatéraux qui sont très compliqués à gérer et d'ailleurs Bruxelles veut les simplifier à travers un seul accord cadre qui servira sans doute de modèle à la relation future avec les Britanniques. C'est très compliqué, il y a beaucoup de heurts, il y a un sentiment europhobe, on peut dire, nourri par l'UDC, mais le peuple a le sentiment, et c'est tout le paradoxe, que ça marche. C'est vraiment le paradoxe. C'est-à-dire, à la fois, il y a un antagonisme fort vis-à-vis de ce machin européen, un antagonisme qui d'ailleurs a cru depuis les résultats du référendum de 1992 que vous avez cité. Les résultats à l'époque étaient assez serrés. Il s'agissait non pas d'entrer dans l'Union européenne, mais d'entrer dans l'espace économique, lequel était quand même vu comme une antichambre vers l'entrée ensuite dans la communauté. Donc depuis, on peut dire que le sentiment eurosceptique, au mieux europhobe, au pire, n'a cessé d'augmenter, mais pourtant, dans la vie quotidienne, ça marche. Les entreprises suisses exportent en Europe, les Européens exportent en Suisse. Et en 2008, par une votation populaire, la Suisse est entrée dans l'espace Schengen, qu'on peut considérer finalement comme l'archétype de l'Union européenne. L'espace Schengen, la libre circulation. Alors après, il y a eu des remous, il y a eu une votation qui remet ça en cause. Mais le fait que la Suisse soit rentrée dans Schengen démontre combien cette relation est ambiguë. Au fond, qu'est-ce qui se passe en Suisse ? Les Suisses ont l'avantage, il faut bien le concéder, de ne pas être dans l'Union européenne, tout en profitant quasiment de tous les avantages de l'Union. C'est la réalité. Et ça tient à une chose. Alors ça énerve beaucoup à Bruxelles. Il se trouve que j'ai été correspondant à Bruxelles, je peux vous dire que ça irrite au plus haut point les eurocrates. Mais vous n'allez pas enlever la Suisse de l'endroit où elle se trouve sur la carte. Elle est au milieu de l'Europe. Absolument au milieu. Vous faites quoi ?
Donc c'est vrai que la Suisse profite de sa situation géographique d'une manière un peu éhontée. Elle a profité dans le passé de sa situation stratégique qui lui a permis de maintenir sa neutralité parce que c'était le nœud pour les armées venues de l'Est pour déferler vers l'Ouest. Et donc Napoléon, avec l'acte de médiation en 1803, a garanti la neutralité suisse parce que ça servait ses intérêts. Tout ça est vrai. C'est au fond une habileté helvétique qui a consisté à tirer le maximum d'avantages d'une situation physique et politique donnée. Il y a cette expression que la Suisse ferait vis-à-vis de l'Union européenne du cherry picking. Elle prendrait seulement les meilleures cerises sur le gâteau. On n'aime pas entendre ça en Suisse, mais franchement, c'est vrai. Et ça marche. Et même aujourd'hui à Bruxelles, je peux vous dire que comparé aux problèmes qu'ils ont avec les Britanniques, les Suisses sont des agneaux. Mais il faut quand même ajouter, on ne sait jamais jusqu'où on peut aller. Et par exemple, on va avoir une votation, je crois, au printemps prochain. Est-ce qu'on va sortir de l'espace Schengen, donc nier sur la libre circulation de personnes? Et moi, personnellement, je trouve ça hallucinant. Et ça va être un autre moment où on va être très, très tendu. Et oui, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et c'est pas une relation stable. On a réussi à faire du cherry picking pour nos avantages, mais on ne sait pas jusqu'à quand ça va tenir. Alors, nous approchons malheureusement, nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de cette émission. J'aurais quelques questions. L'une concerne l'histoire. Je voudrais savoir comment les Suisses se sont tirés de leur récente histoire. Je veux dire évidemment de l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, pendant lequel les Suisses n'ont pas été très regardants sur ce qui se passait à la frontière, au-delà de la frontière allemande. Est-ce qu'il y a eu une espèce de travail de mémoire et en quoi a-t-il consisté? L'autre, c'est évidemment tout ce qui touche à l'argent. Et je disais au début que la Suisse a dû battre en retraite sur un certain nombre de gestion de comptes en banque à cause de la pression de l'Union européenne et des États-Unis, mais il n'en reste pas moins que, et notamment quelqu'un qui a été député pendant un certain temps, Jean Ziegler, a beaucoup écrit là-dessus et a beaucoup accusé son pays de se conduire d'une manière extrêmement inélégante pour rester dans la litote et d'accepter n'importe quel argent du moment qu'il y en avait beaucoup, mais sans voir s'il venait d'un dictateur, d'un trafiquant, etc. Où en est le pays sur ces deux questions? Juste là-dessus, Philippe, je regardais effectivement, par exemple, il y a Richard Ferrand qui a osé dire qu'en fait, tous les référendums en Suisse étaient organisés par des lobbies, ce qui est quand même assez fort de café parce que c'est pas très respectueux. Mais il y a deux lobbies qui ont été cités justement dans les articles suisses et pour appuyer ce que disait Philippe sur la question de l'argent, l'Association suisse des banquiers, c'est assez explicite, et l'Union suisse du commerce et de l'industrie. Que diriez-vous sur ce sujet des lobbies? Richard Verly. Sur les lobbies, c'est incontestable. Parce que quand vous avez un système comme le système suisse où le gouvernement est un gouvernement au fond destiné à gérer le pays, à ne pas prendre d'initiative politique ou à en prendre un minimum, et quand vous avez par ailleurs, on l'a pas redit, un parlement de milice, c'est-à-dire des parlementaires qui ne sont pas des parlementaires à plein temps, qui siègent durant les sessions mais qui gardent un job, etc., bien évidemment, vous êtes soumis à des influences. Et dans beaucoup de domaines, ce sont les lobbies qui tiennent le jeu parlementaire. C'est regrettable, c'est une réalité. Je ne crois pas que les référendums soient manipulés par les lobbies, mais il y a en Suisse une vraie importance des lobbies, et surtout, bien évidemment, les lobbies les plus influents sont ceux qui ont le plus d'argent, disons les choses comme elles sont. Et juste une petite chose, ça se voit aussi pendant les campagnes. Hein. Vous voyez qui a de l'argent pour vraiment juste mettre des affiches partout, hein, à la gare, dans les journaux. Il ne faut pas les citer, mais ça, c'est très, très évident. Donc, ouais. Mais pas forcément l'union des banquiers. Ensuite, sur les deux aspects que vous citiez, Philippe, sur la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un traumatisme.
dans l'opinion, notamment à partir des années 50. Bon, dans l'immédiate après-guerre, tout ça était un peu caché sous le tapis, puis petit à petit c'est ressorti, et il y a eu un travail d'historien, la commission Bergier, qui a rendu un très grand rapport, en fait une série de volumes sur le rôle de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a, je pense, abordé à peu près tous les sujets, à savoir l'argent des nazis, à savoir les compromissions éventuelles avec les nazis, à savoir les discriminations à l'égard des Juifs de Suisse, parce qu'il y en a eu, ne l'oublions pas. Les Juifs en Suisse, alors ce n'était pas du tout de la dimension de ce qui s'est passé en France ou dans le reste de l'Europe, mais il y a eu des discriminations très très fortes, des discriminations à l'emploi, etc. Mais je crois que le pays a réussi à travers ce travail à s'approprier sa mémoire et à comprendre que nous avions failli, peut-être dans un certain nombre de domaines. Encore une fois, n'oublions pas, la Suisse, seul pays d'Europe qui a été épargné par cet abominable conflit. Ça explique aussi la reconstruction économique de l'après-guerre, quand même. Il est important de le rappeler. Sur les questions de banque et de fisc et d'évasion fiscale, le paysage a quand même radicalement changé. Il n'a pas changé parce que les Suisses ont voulu le changer par une forme d'honnêteté et de désir d'intégrité. Il a changé parce que les États-Unis ont tapé avec un gros marteau. C'est ça. Aujourd'hui, les Européens disent « nous avons obtenu ». Non, les Européens n'ont rien obtenu. C'est les États-Unis qui, au moment de la crise financière, ont pris leur plus gros marteau, ont tapé sur la tête de la Suisse, et compte tenu que les banques suisses ne pouvaient pas se priver d'un accès au marché bancaire et financier américain, eh bien, le gouvernement a été obligé de changer sa politique et d'abandonner le secret bancaire, ce que les banques ont refusé. Mais si vous voulez, c'est terrible. C'est-à-dire, les banques, au fond, avaient un intérêt objectif à garder leur accès au marché américain. Elles ont tenté par tous les moyens de faire en sorte que le gouvernement n'abandonne pas le secret bancaire, mais le secret bancaire a été abandonné, comme vous l'avez dit, pour un certain nombre de pays, notamment les pays membres de l'OCDE. Maintenant, il y a l'échange automatique d'informations. On est dans un nouveau monde. Nina Belz. Je suis tout à fait d'accord, mais j'aimerais ajouter une chose. Je crois qu'il y avait quand même un changement de l'esprit dans la population. Au début, on a parlé du secret bancaire comme une tradition de la Suisse. C'est un truc qu'on a toujours eu et on ne peut pas abandonner parce qu'on a toujours le fait comme ça. Et après la crise 2008 et aussi sous la pression notamment des États-Unis et de l'Union européenne, aussi dans la population, on a vu que c'est pas tout à fait bien, honnête, c'est ce qu'on a fait. Et surtout, parmi les jeunes, on a dit oui, c'est pas juste de cacher l'argent des dictateurs autour du monde. Donc, je crois qu'il y a quand même eu un changement d'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas un canton même dans lequel la votation populaire a abouti à ce qu'on ne puisse plus, quand on est étranger et qu'on s'y installe, on ne puisse plus bénéficier d'un impôt particulièrement favorable? Non, il me semblait avoir vu ça. Alors, il y a eu des corrections aux forfaits fiscaux, il y a eu des votations sur les forfaits fiscaux, mais je n'ai pas souvenir que maintenant le forfait fiscal ait été aboli dans un canton. Non, moi non plus. Bon, moi non plus. Écoutez, non, quand même un point sur cette question fiscale qui est évidemment très sensible en France. Vous savez que la banque suisse UBS a l'année dernière, non cette année puisque c'était en début d'année, été condamnée à une amende record de 3,7 milliards d'euros pour avoir pratiqué aidé à l'évasion fiscale et aidé au blanchiment d'argent évadé par la justice française. Quand même une chose. Vous savez, n'oublions pas que les Suisses, contrairement aux Français, ils aiment leurs institutions, mais ils se méfient de l'État. Le Suisse est libéral. Ils aiment les institutions parce qu'elles les réunissent, mais ils se méfient de l'État. Et l'impôt, c'est quoi? L'impôt, c'est la première force de frappe de l'État. Et moi, je suis quand même assez effaré en France de voir que, au fond, la fiscalité serait toujours quelque chose de, par définition, bien. C'est-à-dire que imposer toujours plus, ce serait bien. Non, je suis pas d'accord. Imposer, ça pose beaucoup de questions. Comment est utilisé cet argent? Où il va? Le débat mérite d'être sur la table. Et je crois que sur l'évasion fiscale, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs français qui étaient en Suisse, qui ont évadé leur argent en Suisse. Ce n'étaient quand même pas non plus des criminels de haut vol. Je trouve qu'il faut là quand même faire preuve vis-à-vis d'une certaine catégorie, d'un peu d'indulgence. C'est le passé, mais je ne mettrai pas dans le même sac le dictateur venu d'un État africain
Parisien et le garagiste d'une province française qui certes était un délinquant au sens français du terme, mais qui n'avait pas commis de crime contre l'humanité, si ce n'est celui de vouloir préserver sa fortune. Je vous remercie. Nous sommes arrivés maintenant à notre dernière... Lucille est au bord de l'apoplexie. Nous sommes arrivés à la dernière séquence de notre émission, la séquence des brèves. Je voudrais l'ouvrir en ces temps de Dupont de Ligonnès-Rie. Je me suis souvenu et j'ai relu un livre qui m'avait enchanté en son temps, un livre d'Evelyn Waugh, le célèbre écrivain et humoriste britannique. Ce livre s'appelle Scoop et c'est une description du milieu de la presse qui est absolument impitoyable, d'une drôlerie effrayante. Grosso modo, de quoi s'agit-il ? Il y a un journal qui est la propriété d'un milliardaire, Lord Copper, et Lord Copper ne tolère que 2 types de réponses. Definitely, my lord, et up to a point, my lord. Et quand il y a un tremblement de terre au Japon, il dit, nous avons un correspondant au Japon. Definitely, my lord. Et il est à Yokohama, c'est Yokohama, la capitale du Japon. Up to a point, my lord. Et à la suite d'un dîner mondain et du fait qu'une dame lui tourne un peu la tête, Lord Copper désire absolument envoyer dans un pays qui s'appelle Ismaël, dans lequel il y a une menace de guerre civile. Il désire envoyer un correspondant, mais simplement il se trompe de nom. Et au lieu d'envoyer le nom que lui a dit la dame à laquelle il voudrait beaucoup plaire, il envoie quelqu'un qui porte le même nom, mais qui lui est un spécialiste des jardins et des petits animaux domestiques, et qui a écrit un article notamment sur le blaireau qui a été mal retranscrit, enfin n'entre pas dans les détails. Et cet individu va donc partir pour Ismaël, découvrir ce que c'est que les correspondants et le monde des correspondants à l'étranger, pardon Nina, pardon Richard, et aussi découvrir comment de nombreux événements qui n'existent pas peuvent se produire grâce au concours des journalistes. Et notamment, ce spécialiste du grand grèbe huppé et du blaireau va déclencher la guerre civile qu'il est censé venir couvrir, mais qui n'a pas lieu. Voilà, je vous recommande, c'est en édition de poche, je vous recommande donc Evelyn Waugh, Scoop. Lucille Schmitt. Merci Philippe, méfiez-vous toujours des amoureux de la nature. En ce qui me concerne, moi je voulais recommander d'aller au musée du Jeu de Paume, où je trouve qu'il y a 2 formidables expositions. L'une de Zineb Sedira, qui est d'origine algérienne, qui vit aujourd'hui à Londres et qui a beaucoup travaillé sur 2 sujets qui me tiennent à cœur. D'abord, la mémoire postcoloniale, mais elle le fait en mettant à disposition toute sa collection de dessins humoristiques et ironiques, d'humour algérois, en fait, dans la décennie noire, le moment où j'habitais en Algérie. Et il faut prendre conscience du fait que les Algériens ont une tradition d'humour incroyable, d'ironie. Ce sont des grands lecteurs du Canard enchaîné. Et en fait, Zineb Sedira a collecté, dans la pire des décennies où il y a eu 200 000 Algériens qui sont morts, tous ces dessins d'humour, et ils sont exposés maintenant au musée du Jeu de Paume. Il y a aussi des choses superbes sur la question écologique, et vous qui adorez les garagistes, Richard, il y a une très belle installation qui s'appelle The End of the Road et qui montre un casse automobile. Ça s'appelle le coup de pied de l'âne. Nina. Oui, moi j'aimerais vous recommander un film que j'ai vu récemment sur Netflix. Il s'appelle Banlieusard et il est fait par Kerry James, qui est un rappeur français assez connu, j'imagine que vous le connaissez. Et oui, le film, il raconte l'histoire, le quotidien d'une famille qui habite dans les banlieues parisiennes. Et oui, il y a beaucoup de choses qu'on connaît, hein, la violence, la discrimination policière, l'école, les drogues et tout ça. Mais il y a une partie que j'ai particulièrement aimée. Il y a 2 jeunes avocats qui débattent sur la question: est-ce que l'État est le seul responsable de la situation dans les banlieues? Et moi, venant d'un pays libéral, j'ai beaucoup aimé cette question. Est-ce qu'on peut juste formuler des plans pour sauver les difficultés dans les banlieues? Donc, oui. Merci. Richard Verly. Moi, je suis resté pour ces brèves sur la Suisse, en me disant quels sont les ouvrages qui pourraient véritablement éclairer les auditeurs sur ce pays exotique. Et j'en ai trouvé 2 que je trouve vraiment très intéressant. Le premier, il s'intitule « La guerre secrète en Suisse ». Il a été publié par les éditions Nouveau Monde et il raconte comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse était le berceau de tous les espionnages, et notamment les Alliés qui ont énormément utilisé la Suisse, soit pour alimenter les réseaux de résistance en France, énormément de gens passaient la frontière quand même, et soit par effectivement les espions nazis également qui essayaient d'obtenir le maximum d'informations
d'informations sur ce qui se passait sur les différents théâtres d'opération. C'est un livre qui fourmille d'informations et qui raconte un visage peu connu de la Suisse pendant cette période. Et le deuxième, c'est un ouvrage encore une fois historique de Guillaume Poisson, un petit livre qui a été publié donc aux presses universitaires romandes sur Louis XIV et la Suisse. Parce que si vous allez, ceux qui ont la chance d'aller à l'ambassade de Suisse à Paris, vous avez une énorme tapisserie qui représente la visite des ambassadeurs des cantons suisses à Versailles, à Louis XIV, pour aboutir à ce qui a été le traité de paix éternelle entre la France et la Suisse. Et je dois dire, c'est un ouvrage qui vous procure une vraie jubilation parce que avec quel autre pays la France a-t-elle un accord de paix éternelle? Il n'y en a pas, c'est la Suisse et c'est tant mieux. C'est sur cette évocation de la paix éternelle que va se terminer l'enregistrement d'aujourd'hui. Je remercie Nicolas Tourneau qui fait vivre notre site, Benoît Carré qui assure la transcription et le compendium, Sophie Jacquin et Olivier Magloire avec qui cette émission a été préparée, l'arrière-boutique qui nous enregistre et Adrien Beccaria, Julien Neuville des Nouvelles Écoutes qui nous produisent. N'oubliez pas que en nous soutenant, en cliquant sur l'onglet Soutenez-nous de notre site et en choisissant par exemple un don mensuel de 30 € par mois, il ne vous en coûtera que 10. Merci et j'espère à la semaine prochaine.